Bienvenue sur Tiamaloba officiel, avec votre humble serviteur Grady Muya Ethan. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur Tiamaloba officiel pour ne rien rater. Guerre du M23, depuis 6h20 jusqu'à 18h05 dès lundi 13 novembre 2023, les FARC ont fait face à la coalition M23 RDF sur plusieurs lignes des fronts en territoire de Rutshuru, notamment à Iterero, Katolo, Musaï et Chaï, à globalement moins de 5 km de la localité de Kishish où il y a une année, cette coalition avait été accusée d'avoir perpétré le massacre de plus de 150 personnes, le 30 novembre 2023. Dans des affrontements en armes lourdes et légères, les FARC ont contenu et repoussé la progression des rebelles sur Kishish, les obligeant à faire appel à une arme lourde amenée dans une Jeep, et qui a échappé de justesse à sa neutralisation par l'artillerie lourde des FARC. Cette Jeep a été obligée de rebrousser chemin pour échapper aux tirs ciblés de l'armée congolaise, indiquent certaines indiscrétions. Vers 18h05, une première équipe des rebelles du M23 RDF est arrivée dans la cité de Bambo avec 2 civières transportant 3 cadavres. La deuxième équipe est arrivée quelques minutes plus tard avec d'autres militaires M23 RDF morts et des blessés. La population qui était dans le centre de Bambo a été dispersée, pour éviter qu'elle s'aperçoive des dégâts subis par les rebelles dans les affrontements d'aujourd'hui, précise un notable de Bambo. Dans les autres zones, la situation a été calme toute la journée. Voilà, nous retournons sur ces plateaux pour cet exercice de redevabilité. Je disais donc tout à l'heure, à quelques jours du démarrage de la campagne électorale, les différents candidats présidents de la République, 24 sur 26, se sont retrouvés aujourd'hui autour du bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour être informés des différents détails des préparatifs de ces grands rendez-vous électoraux attendus pour le 20 décembre prochain. Le président de la République, chef de l'État, y a pris part, contrairement à ce que certains prédisaient. C'est signe justement que nous allons nous souscrire à tout ce que la Commission électorale nationale et le CESAC prévoient dans le cadre de cette campagne électorale qui arrive, parce qu'il est question au cours de ce grand moment de venir discuter, de parler de projets qui ont été justement concoctés par les différents états-majors pour permettre aux Congolais de faire le choix les meilleurs. Parmi nous d'ailleurs, je vois M. Faustin Koudissala qui avait des doutes. Certains pensaient qu'on parlerait du glissement aujourd'hui ou qu'on en définirait les conditions, mais ce n'était pas le cas d'après ce que nous avons entendu. Et ceci est une manière de dire aux Congolais de s'apprêter pour le seul dialogue, comme je l'ai dit souvent, attendu avec le peuple, c'est le dialogue du 20 décembre. Et nous espérons justement que durant cette campagne électorale, on parlera des sujets des fonds, comme nous les faisons, et que certains quitteront la périphérie. Et ce soir, nous voulons faire un focus sur ce qui s'est fait dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Il vous souviendra qu'en fin de mois dernier, le président de la République a reçu à dîner les jeunes entrepreneurs congolais. Avant, il a participé à des cérémonies, notamment avec mon collègue de PME, pour inaugurer des centres de formation dans ces mêmes ordres. Et ce soir, nous voulons faire un focus sur l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, parce que comme vous allez les constater dans les minutes qui viennent, c'est une véritable mine qui peut véritablement nous permettre de donner de l'emploi à des Congolais et d'avoir des Congolais créateurs d'emplois, millionnaires, comme le président de la République aime à le dire. Peut-être que Miguel Katam, qui est directeur général de cette autorité de régulation, a déjà sa liste des millionnaires. Mais nous souhaitons que cette liste soit le plus étendue possible parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons les potentiels dans tous les secteurs. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons donc pour la première fois spécialement dans les cadres de redevabilité parce que nous voulons faire un focus sur la structure dont vous avez la direction, en comprendre les missions, comment elle opère et comment les jeunes Congolais arrivent à tirer leur épingle de jeu dans les secteurs de la sous-traitance qui ne concernent pas seulement les secteurs de mines. Et ce soir, vous vous êtes fait accompagner d'une bonne brochette des jeunes entrepreneurs. C'est aussi un signal pour montrer que les jeunes Congolais prennent à bras-le-corps les défis qu'impose le développement de la République démocratique du Congo. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs avant que plus tard nous puissions
récolter les questions des journalistes pour qu'ils soient eux aussi à leur tour éclairés sur ce que vous faites et surtout sur les stratégies mises en place pour permettre aux jeunes Congolais de tirer leur épingle du jeu. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre. Comme vous venez de le dire, que c'est un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre population, vis-à-vis des entrepreneurs congolais, que j'ai salué d'abord leur bravoure et leur courage de pouvoir porter cette vision du chef de l'État à cœur et de l'accompagner parce que, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un combat seulement du président de la République, chef de l'État, mais c'est un combat de tous les Congolais. C'est un combat, c'est notre combat pour nous et pour nos enfants. Alors, avant toute chose, avant de parler sur la sous-traitance, j'aimerais donner d'abord des éclaircissements. C'est quoi la sous-traitance? La sous-traitance, c'est une activité qui concourt à la réalisation d'une activité principale. Parce que lorsqu'on parle de la sous-traitance, il y a certaines personnes qui font la confusion, qui pensent que la sous-traitance, c'est uniquement dans les secteurs miniers. La sous-traitance intervient dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Donc, comme je viens de le dire, je le répète encore, la sous-traitance, c'est une activité qui concourt à la réalisation d'une activité principale. Alors, ce qui fait que dans les secteurs privés ou dans la production, par exemple, du cuivre, la production des produits brassicoles, par exemple, donc la sous-traitance, c'est le coût de production. Pourquoi le coût de production? Parce que le coût de production, ce sont des charges qui accompagnent la réalisation, n'est-ce pas, du produit fini. Donc c'est ça la sous-traitance. Et il y a la sous-traitance des services et il y a aussi la sous-traitance des fournitures des biens. Donc c'est comme ça que vous allez voir, par exemple, pour la production de la bière, par exemple, je donne l'exemple typique, vous avez la bière Simba et la bière Bralima. Vous avez, pour produire la bière, vous avez besoin du sucre, vous avez besoin du riz, vous avez besoin du malt, donc ça veut dire tout ce qui est intrant qui concourt à la réalisation du produit fini. Et dans d'autres secteurs, tout ce qui concourt à la réalisation de l'activité principale entre dans la chaîne des valeurs. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on dit que la sous-traitance c'est la chaîne des valeurs qui accompagne la réalisation de l'activité principale. Alors, depuis 10 mois qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de pouvoir redynamiser ces secteurs. Et comme vous le savez, le Président de la République tient à cœur l'entrepreneuriat dans notre pays. Le Président de la République a compris qu'un État ne se développe pas seulement par les secteurs, ne se développe pas par les secteurs publics, mais c'est par les secteurs privés. Donc nous avons besoin de créer beaucoup d'entrepreneurs dans les secteurs privés et bien sûr des entrepreneurs congolais afin de pouvoir booster notre économie. Comme c'est le cas dans d'autres cieux où il y a eu une impulsion politique à viser, un leadership à viser qui a fait que ces pays-là puissent se développer en interne avec les nationaux qui détiennent des vraies actions, des vraies entreprises avec des nationaux. Donc, je pense que pour notre pays, c'est le cas aujourd'hui, depuis l'indépendance de notre pays. Ça n'a jamais existé de voir qu'un président de la République s'impliquait autant dans l'entrepreneuriat afin de pouvoir booster l'économie nationale, bien sûr avec les nationaux qui détiennent des parts sociales réelles dans les secteurs de la vie économique. Alors, lorsque nous sommes arrivés, il fallait commencer par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Pourquoi? Parce que la loi
elles-mêmes étaient méconnues. Et c'est peu d'entreprises principales qui pensaient qu'ils étaient concernés, et bien qu'ils étaient concernés, c'était une confusion. Ils pensaient qu'ils étaient concernés que dans la sous-traitance des prestations des services, et les autres secteurs, par exemple comme les télécoms, pour eux, ils n'étaient pas concernés par rapport à la loi sur la sous-traitance. Or, comme nous venons de le dire, la sous-traitance intervient dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Les secteurs des brassicoles, c'est un secteur aussi très stratégique, mais qui pensait qu'ils étaient exemptés par rapport à la sous-traitance. Donc, nous avons commencé par la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et vous avez vu que nous avons vulgarisé cette loi au travers toute la République et nous continuons de vulgariser cette loi afin de pouvoir informer notre population et que la population puisse s'approprier de cette loi sur la sous-traitance parce qu'il en va de l'avantage de notre population. Et cette vulgarisation aussi a pour objectif d'informer et de former notre population à l'entrepreneuriat. Comme je venais de le dire, toutes les nations qui se sont développées par les secteurs privés et non pas par les secteurs publics. Parce qu'un pays se développe économiquement lorsqu'il y a beaucoup de contribuables. Et c'est le combat du président de la République qu'il y ait beaucoup de contribuables en interne au Congo et qu'il y ait beaucoup de PME. Pourquoi? Parce que les PME résout les problèmes directs de la population, résout les problèmes, les besoins directs de la population. Donc c'est le combat du président de la République que nous saluons et dont nous avons l'honneur de pouvoir matérialiser cette vision. Et après avoir vulgarisé la loi, nous avons apporté maintenant des réformes. Nous avons commencé à apporter des réformes. Et quelles sont ces réformes? Premièrement, nous avions constaté que les attestations d'enregistrement qui ont été délivrées ou qui étaient délivrées, à l'époque, c'était des attestations définitives. Alors, on a vu que sur 80% des attestations d'enregistrement ou d'entreprises de sous-traitance, 80%, il y avait des Congolais figurants. Pourquoi il y avait des Congolais figurants? Parce que nos amis expatriés s'organisaient pour être éligibles. Ils savaient que pour être une société éligible, il fallait s'associer aux Congolais. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois qu'il s'associe aux Congolais et qu'il a l'attestation d'enregistrement, après, il va évincer le Congolais. Monsieur le directeur général, vous allez continuer parce qu'on fait un peu de pédagogie. Attestation d'enregistrement, ça veut dire que moi, je suis une entreprise. Si je veux fournir des services à une entreprise minière, je viens à l'ARSP, je réponds à un certain nombre de critères et vous me délivrez l'attestation. Effectivement. Okay. Effectivement. Donc, l'attestation d'enregistrement, c'est une affiliation. Donc, c'est comme le RCCM pour être un commerçant ou avoir une société, il faut avoir des statuts notariés. Donc, après toutes ces étapes, pour être enregistré comme entreprise ou société de sous-traitance, il faut avoir l'attestation d'enregistrement à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Très bien. Effectivement. Alors, nous avons constaté que la plupart de nos amis expatriés investissaient les Congolais une fois qu'ils détenaient les attestations. Et c'est comme ça que, lorsque nous sommes arrivés, il fallait apporter des réformes. Et nous avons commencé par délivrer, suspendre d'abord toutes les attestations. Je pense que tous les entrepreneurs et toutes les sociétés principales au travers de la République ont été informés que nous avions suspendu les attestations d'enregistrement et nous avions donné des raisons pourquoi nous avions arrêté la délivrance des attestations. Et nous avons travaillé en interne pour trouver des mécanismes comment il fallait résoudre à cette exploitation abusive de notre population, des Congolais, qui étaient victimes, je peux le dire, victimes de l'escroquerie, si on peut le dire, parce que ce n'est pas normal que lorsque vous venez pour avoir l'attestation, ou avant d'avoir les attestations, il faut avoir les statuts. Vous faites les statuts avec un Congolais, dans les statuts comme actionnaire avec 51%, et après, il se retrouve qu'il n'est plus actionnaire.
Donc, c'est de l'escroquerie. Et il fallait protéger notre population par rapport à ces systèmes d'exploitation abusifs. Et c'est comme ça que nous avons commencé à délivrer les attestations avec 3 ans de validité. Ici, il faut dire que l'activité de la sous-traitance est une activité exclusive aux Congolais. Non, 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 non. Ou majoritairement aux Congolais. Effectivement, c'est pourquoi nous parlons des statuts où dans les statuts, il y a des nationaux et des expatriés. Parce que la loi n'exclut pas les expatriés, ils sont éligibles aussi à la sous-traitance, mais à raison de s'associer aux Congolais. Et aussi, les Congolais doivent détenir 51% des parts et 49% pour les expatriés. Mais chose grave est que malgré que la loi donne la possibilité aux expatriés aussi d'être éligibles, mais nous avons constaté que notre population était roulée. Chose qu'on ne pouvait pas accepter parce qu'il fallait défendre notre population. C'est la mission et même les objectifs de l'ARSP, c'est de pouvoir accorder ou donner des marchés, faire accéder des marchés à des sociétés éligibles. Sociétés éligibles ne veut pas dire où il n'y a que des Congolais à 100%, mais aussi avec les expatriés, mais pourvu que ce soit des partenariats gagnant-gagnant et basés aussi sur la dignité de l'homme. Alors, c'est comme ça que nous avions plutôt apporté ces réformes. Désormais, les attestations ont une validité de 3 ans. Pourquoi les 3 ans? C'est qu'après, lorsque vous rentrez pour pouvoir renouveler votre attestation, l'État doit se rassurer pour dire, monsieur, écoutez, lorsque vous étiez venu pour demander l'attestation, dans vos statuts, il y avait monsieur X et Y. Et quand vous venez pour renouveler, on remarque que dans vos statuts, telle personne ou telle personne n'est plus. Il est parti où? Et deuxièmement, s'il a vendu ses actions, montrez-nous, donnez-nous des preuves, comment il a vendu ses actions et cette transaction s'est passée dans quelle banque. Et s'il continue à être actionnaire, vous devriez nous dire dans quelle banque où il touche les dividendes en République démocratique du Congo. Donc, c'est ce que nous avons apporté premièrement comme réforme afin de pouvoir protéger notre population, protéger les Congolais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la loi sur la sous-traitance, en République démocratique du Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Mais traversez juste en Afrique du Sud. Allez à Dubaï aujourd'hui. Si vous voulez investir en Afrique du Sud, au niveau des activités principales, c'est 26%. Pour un Sud-Africain, vous venez, vous dites par exemple, je suis Vodacom ou Airtel, je vais investir 26% aux activités principales, ça doit être un Sud-Africain. Allez à Dubaï, c'est 51%, ça doit être un Dubaïote qui détient au niveau des activités principales. Et nous, en République démocratique du Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Donc, ce qui fait qu'on agit vraiment pas avec une complaisance, parce que nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Donc, ça doit être respecté afin de pouvoir faire accéder notre population à cette chaîne de valeur. Et aussi, vous devez savoir que le combat du président de la République, chef de l'État, n'est pas à ce que les Congolais restent des sous-traitants éternels. L'objectif ultime est qu'à la longue, que les Congolais aussi puissent accéder à des sociétés principales au même titre que les autres. Donc c'est le combat du chef de l'État, c'est un combat noble qui mérite le soutien de tous les Congolais. Et après, il fallait la formation des officiers de police judiciaire. Non pas seulement la formation, parce que les gens peuvent avoir une bonne formation, mais s'ils ne sont pas équipés, ça veut dire qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir... les OPJ viennent faire quoi à l'ARSP? Effectivement, parce que les décrets du Premier ministre a donné à l'ARSP le pouvoir de pouvoir avoir les policiers pour contrôler justement afin de pouvoir contrôler si la loi est conforme et la loi est respectée
dans les secteurs de la sous-traitance, donc dans tous les secteurs de la vie économique nationale. Okay, très bien. Effectivement, effectivement. Alors, nous sommes passés par la formation où les OPJ devaient acquérir une formation de qualité afin de pouvoir s'élancer dans le contrôle. Parce qu'on ne pouvait pas envoyer les officiers des polices judiciaires sur terrain sans qu'ils ne puissent avoir l'expertise à proprement dite afin de pouvoir faire le contrôle. Et aussi, il faut savoir que cette formation a permis que les OPJ puissent faire les contrôles en tenant compte des climats des affaires. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, tient à un bon climat des affaires, d'où il fallait que les contrôleurs puissent avoir la matière nécessaire afin de pouvoir faire un très bon contrôle et en tenant compte du climat des affaires, parce qu'on n'a pas voulu que ce soit un contrôle avec des tracasseries, mais un contrôle basé sur la loi et sur les textes légaux de la République. Très bien. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement, parce qu'il faut donner la parole aux journalistes, comment vous arrivez à capter, par exemple, dans les secteurs miniers, la part qui est réservée aux sous-traitances? Comment vous arrivez à faire ces calculs-là? Et jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez fait pour vous assurer que les Congolais puissent y avoir encore accès? Merci beaucoup, Excellence. Comme je venais de le dire dès le départ, que la sous-traitance, c'est les coûts de production. Et chaque secteur a ses réalités et chaque secteur a son coût de production. Par exemple, aujourd'hui, le coût de production dans les secteurs miniers ne peut pas être égal au coût de production dans les secteurs des brassicoles, par exemple. Donc, pour les brassicoles, le coût de production est de 60%, tandis que dans les secteurs miniers, le coût de production est de 35%. Donc, et le coût de production dans les secteurs miniers n'est pas aussi égal par rapport au coût de production dans les secteurs des télécoms, par exemple. Alors, nous allons prendre l'exemple typique, par exemple, dans les secteurs miniers. Commençons avec les secteurs miniers. Dans les secteurs miniers, aujourd'hui, la République démocratique du Congo produit 2 300 000 tonnes de cuivre. 2 300 000 tonnes de cuivre. Aujourd'hui, le prix du cuivre est à 8 500 $. 8 500 $. Et vous allez voir que, je venais de dire, le coût de production est de 35% dans les secteurs miniers. Donc, la République démocratique du Congo, qui produit 2 300 000 tonnes de cuivre. 300 000 tonnes de cuivre. Wow. Et le prix du cuivre aujourd'hui est à 8 500 $. Et quand vous faites 2 300 000 tonnes fois 8 500 $, vous avez 19 milliards 55 millions de dollars. Et vous allez faire 35%, ça vous fait 6 milliards 85 millions de dollars. Donc, 6,8 milliards. Donc, ça, c'est la part ça, qui doit revenir à la sous-traitance. Ça, c'est la sous-traitance. Comme dans je venais le cas de de le la dire, production du cuivre. la sous-traitance, c'est le coût de production. Donc, tout ce qui est réactif, tout ce qui entre dans la chaîne des valeurs pour la production d'une tonne de cuivre. Donc, c'est 35%. Donc, ça fait 6,8 milliards de dollars. Nous avons, la République démocratique du Congo a produit 80 000 tonnes de cobalt. Et 80 000 tonnes de cobalt l'année passée. Donc, le prix du cobalt est à 29 000 $. La tonne. Et quand vous faites fois 80 000 tonnes, vous avez 2,3 milliards de dollars. Et quand vous faites 35% de 2,3 milliards, vous avez 812 millions de dollars. La République démocratique du Congo produit 32 000 kilos d'or. Et si vous faites 56 000 $ la tonne, et le kilo, ça vous fait 1,8 milliard. Et vous avez 35% qui fait
630 millions de dollars. Et le total, ça nous fait 8,29 milliards de dollars. Ça veut dire que pour 2022, je crois que les chiffres, c'est de 2022. C'est les chiffres de 2022. Normalement, le 8,29 milliards devrait revenir au marché local. Devrait rester dans le pays. Le marché local. Oui, parce que la chaîne des valeurs a pour objectif d'être diffusée dans la population. Être diffusée dans la population au travers les sociétés de sous-traitance. C'est même ça l'objectif et la mission de l'autorité de régulation de la sous-traitance. C'est de capter cette chaîne des valeurs et la diffuser dans la population entrepreneuriale. Tout à fait. Oui, cette chaîne des valeurs devrait rester dans le pays. Et ça, c'est uniquement les secteurs miniers. Et si vous regardez, par exemple, les secteurs des brassicoles, les secteurs des brassicoles, ils sont à plus ou moins 7200 hectolitres. 7200 hectolitres qui représentent plus ou moins 480 millions de dollars. Et les 480 millions de dollars, le coût de production, c'est 60%. Donc pour les secteurs de brassicole, 60% des intrants. Le coût de production est de 60%. Effectivement. Et c'est la part qui revient à la société. Effectivement, parce que là, il y a les sucres, il y a du riz, il y a le maïs, tout ça, y compris même les transports. Les carburants, tout ça entre dans la chaîne des valeurs du coût de production. Comme je venais de le dire, que chaque secteur a ses propres réalités par rapport à son coût de production. Tout à fait. Effectivement. Donc, ce qui fait que là, la sous-traitance... donc nous avons plus ou moins 60% qui représentent plus ou moins 300 millions de dollars. Absolument. Oui. Maintenant, vous nous avez donné des indications. 10 mois après votre arrivée, combien d'entreprises congolaises? Quelle est la stratégie? Est-ce que les entreprises congolaises ont les compétences qu'il faut pour arriver à donner les services attendus par les secteurs, que ce soit dans les secteurs miniers, des télécoms ou des brassicoles? Merci beaucoup, Excellence. Moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas ou on ne peut plus continuer à blâmer notre population avec cette question de l'expertise. Parce que la question de l'expertise avait déjà été résolue dans la loi elle-même sous la sous-traitance. Parce que lorsqu'on parle de 51% pour les nationaux et 49% pour les expatriés, donc les problèmes de l'expertise ont déjà été résolus dans cette question. Vous allez voir, je vais vous donner l'exemple typique. Aujourd'hui, les États-Unis ou la Chine se sont développés sous des partenariats en interne. Ça veut dire celui-ci amène l'idée, l'autre amène les finances. Celui-ci amène les marchés, l'autre amène l'expertise. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas blâmer aujourd'hui les Congolais ou les accuser de ne pas avoir l'expertise. Et c'est la raison pour laquelle la loi a défini les 49% des expatriés et 51% pour les nationaux. Et moi, en tant que directeur général de l'ARSP, je peux vous confirmer qu'il y a de l'expertise dans notre pays. Très bien. Il y a des génies dans notre pays. Il y a des jeunes entrepreneurs très dynamiques, très courageux, mais seulement ils avaient une difficulté, et cette difficulté, c'était l'accès au marché. L'accès au marché de la sous-traitance, c'était un véritable chemin de la croix pour tous les Congolais. Et aujourd'hui, je pense que les Congolais doivent aujourd'hui saluer cette impulsion et cette volonté personnelle du président de la République qui aujourd'hui est en train de redynamiser les secteurs de la sous-traitance avec l'implication personnelle. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs congolais peuvent accéder à des sites des entreprises principales, chose qui n'avait jamais existé. Aujourd'hui, les entrepreneurs congolais peuvent aujourd'hui être recommandés par une lettre de l'État congolais, chose qui n'avait jamais existé. Et d'ici là, nous allons recommander les entrepreneurs congolais, non plus par secteur d'activité, mais par marché. Nous allons définir les marchés parce qu'il y a des compétences dans notre pays et je pense que c'est les actions du président de la République, chef de l'État, qui portent cette jeunesse à cœur. Nous avons des potentialités, nous avons des jeunes capables de pouvoir changer la donne. Et je pense que cette question d'expertise, c'est une question révolue aujourd'hui. Et d'ailleurs, je peux même vous le dire, dans les secteurs miniers, par exemple,
les booms miniers a existé depuis 2008. Donc aujourd'hui, nous sommes au-delà des 10 ans, 10 ans ou 12 ans. On ne peut plus parler, 15 ans, on ne peut plus parler de cette question de l'expertise des Congolais jusqu'à aujourd'hui. C'est une question vraiment révolue. Et d'ailleurs, même si on peut parler de cette question, je peux vous le dire que le problème a été déjà résolu dans le partenariat de 51% des parts pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Voilà, on va passer à la série de questions pour permettre justement aux hommes des médias qui sont là ce soir d'être davantage éclairés sur cette question. Bon, il y a un tableau qui nous dit que 2500 entreprises enregistrées en l'espace de 10 mois. Effectivement. Vous nous expliquerez pourquoi. On va commencer par M. Jordan Mahenikini. Faisons un effort pour être concis, précis, pour que nous puissions avoir des éléments de clairage. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Des questions au directeur général de l'ARSP. Je commence par la première. Au Katanga, je remonte l'histoire. Au Katanga, vous avez fait arrêter une entreprise chinoise qui évoluait dans la mafia. Vous avez envoyé leurs dirigeants à Makala. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que cette entreprise a payé tout ce qu'elle devrait payer à l'État? Est-ce que ces dirigeants sont toujours à Makala? Et puis, une deuxième question. Combien de PME congolaises remplissent les critères de la loi aujourd'hui pour bénéficier des avantages de la sous-traitance? Et puis, une question étrange pour finir. Vous avez, c'est par rapport à votre style vestimentaire. Monsieur le DG, vous avez un style vestimentaire qui est peu ordinaire. Ali Fassi, comment a appris que tout est communication? On ne peut ou n'est pas communiquer. J'aimerais savoir, derrière cet habillement, c'est quoi le message que vous transmettez? Est-ce que vous pouvez reprendre un peu à partir de la deuxième question? Ouais, je disais combien de PME congolaises remplissent les critères de la loi aujourd'hui pour bénéficier des avantages de la sous-traitance? Merci. Ok. Allez-y, vous pouvez répondre directement. Merci beaucoup. Les noms? Jordan. Monsieur Jordan. Je pense que tous les Congolais avaient suivi l'arrestation de cet expatrié qui s'était comporté, comme je peux le dire, d'une manière abusive d'exploiter les Congolais. Et vous le savez, qu'il était en prison. Et la raison pour laquelle il était arrêté, c'est parce qu'il y a eu des Congolais figurants qui étaient dans la société, mais qui ne connaissaient pas comment est-ce que la société fonctionnait. En bref, ils n'avaient pas la gestion de la société. Donc, on les appelait seulement, viens, tu signes ici, fais ceci, vous comprenez. Et après, ils ont dénoncé. D'ailleurs, nous avons beaucoup de cas d'ici là, vous allez voir, nous allons procéder à d'autres méthodes afin de pouvoir décourager définitivement tous les contrevenants. Et vous savez que ces Chinois étaient en prison et il a été libéré sous condition d'un acte transactionnel. Parce qu'il avait accepté, il avait reconnu qu'il avait exploité les Congolais et il fallait un acte transactionnel qui devait mettre fin, donc une réparation, et cela a été réparé où les Congolais ont réussi leur part sociale de 51% comme il fallait. Et cette société a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars parce qu'ils ont des marchés à Kisanfu et à TFM qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars et les Congolais, la partie congolaise aujourd'hui détient 51% des parts sociales qui est environ à 31 millions ou quelque chose, donc plus ou moins 31 millions de dollars. Donc sur base de cet acte transactionnel, il a été libéré. Et ça n'avait pas fini seulement au niveau de l'acte transactionnel, mais aussi ils se sont partagés les vrais pouvoirs dans la gestion conformément aux parts sociales. Voilà. La deuxième question? Et la deuxième question, c'est de savoir combien de sous-traitants remplissent les conditions. Moi, je vous dirais, nous avons trouvé 3500 sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo, ce qui est un contraste
pour un pays de 100 millions d'habitants, avec 35 entreprises de sous-traitance, ça montre que... 3500. Avec 3500 sociétés de sous-traitance, ça montre que l'entrepreneuriat n'existait pas dans ces pays. Et même si ça existait, ça veut dire qu'on n'y tenait pas qu'à. Raison pour laquelle vous avez vu très rapidement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a vite compris et il a redynamisé l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé afin de pouvoir implémenter sa vision. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes à plus ou moins 14 000 entreprises de sous-traitance dans l'espace de 10 mois. Nous avons quitté de 3 500 à 14 000. Et notre objectif est que d'ici l'année prochaine, que nous puissions arriver à plus ou moins 2 millions d'entreprises de sous-traitance dans notre pays avec des nationaux qui détiennent des parts réelles. Voilà. Il y avait une question. C'est les styles vestimentaires. Peut-être qu'il vous répondra à privé. Monsieur Faustin Kodiessala pour vos questions. Ensuite, ce sera Monsieur Patrick Lacoué. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai juste quelques petites questions de principe à adresser directement au monsieur le DG. D'abord, vous avez défini la sous-traitance comme essentiellement consacrée au coût de production. Mais j'aimerais d'abord savoir où est-ce que vous mettez les coûts de distribution. J'aurais bien voulu que vous en parliez en référence au prix des revenus parce que là, ça prend en compte tout ce qui participe à l'activité de production, ainsi de suite. Ça, c'était juste une question de principe. Mais par rapport au travail que vous faites au niveau de l'ARSP, vous avez dit votre travail, c'est entre autres protéger la population. Mais je me demande, vous avez tenté de répondre tout à l'heure quand Son Excellence vous a posé la question. Il y a de ces filières qui demandent une certaine expertise. Et si vous voulez, c'est que les Congolais participent à la formation de la valeur ajoutée, parce que c'est ce que vous vous êtes fixé comme objectif. J'aimerais savoir à votre niveau, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'ARSP pour que ces Congolais deviennent compétitifs par rapport aux offres extérieures. Si Son Excellence le permet, juste une petite question. Le ministre, le porte-parole du gouvernement, vous a présenté comme un véritable trésor pour l'émergence d'une classe moyenne. Pour que nous en soyons convaincus, je ne vais pas contredire Son Excellence, Monsieur le ministre des Communications, mais est-ce que vous pouvez nous présenter, ne serait-ce qu'en termes de statistiques, qu'est-ce que l'ARSP a déjà fait en termes statistiques, ne serait-ce que par rapport à la création de la richesse nationale, vous pouvez peut-être nous dire, non, voilà, par rapport à l'action que nous avons menée, voilà les entreprises que nous avons accompagnées, ce qu'ils ont créé comme richesse, par rapport au produit intérieur brut, par exemple. Qu'est-ce que votre rapport a déjà fait concrètement en termes statistiques? Un petit commentaire d'ailleurs avant qu'il ne réponde. Vous avez vu les chiffres. Par exemple, dans la production du cuivre. Ce sont des projections. Non, pour 2022, ce n'est pas des projections. Je crois que c'est la quantité qui a été produite. On l'a dit donc par rapport à ce qu'ils aimeraient avoir. Mais par rapport à ce qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils ont jailli par rapport à leur action? Le principe, c'est 35% pour les secteurs extractifs, notamment le cuivre. Des projections. Donc nous partons du postulat que c'est 6,85 milliards qui devraient être reversés pour la sous-traitance. Mais la question, c'est justement l'exercice qui est en cours. Est-ce que les entreprises de la sous-traitance, tout d'abord, répondent aux normes où il y a des Congolais qui ont 51% de part et les autres, et qui rendent des services qui sont dus dans le cas du coût de production? Voilà les petits commentaires. Monsieur le directeur général, allez-y. J'ai noté la première question plutôt. Il a parlé de coût de distribution. Ça, je voulais un peu bien comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Coût de distribution, c'est le transport. Vous m'excuserez. L'ARSP, je ne travaille pas là-bas, évidemment. Il a même du mal à... L'ARSP, c'est juste le coût de production. Mais maintenant, j'aimerais savoir, monsieur le DG, où est-ce que vous incluez les coûts de distribution? Je suis Bralima, par exemple. Le transport, la distribution, c'est le transport. Je produis de la bière et les gens qui m'accompagnent à la distribution, vous les incluez où? Ils ne font pas partie de la sous-traitance. Si vous devez vous limiter au coût de production seulement.
Merci beaucoup. Je vais vous répondre. En fait, la distribution n'entre pas dans la chaîne des valeurs de la production. Parce que la distribution, c'est supposé que c'est un produit qui est déjà fini et être prêt à pouvoir vendre. Alors ici, il faut savoir qu'il y a la part des choses, il y a la part de tout le monde, il y a la part du sous-traitant et il y a la part de la société principale. Chacun a ses obligations et chacun a son travail qu'il doit faire. Donc, celui-ci accompagne la chaîne des valeurs. Finalement, si le sous-traitant arrive même au niveau de la distribution, ça veut dire qu'il n'est plus sous-traitant, il devient une société principale. Donc, les sous-traitants, c'est limite au niveau de la sous-traitance qui est celle de pouvoir accompagner la réalisation, n'est-ce pas, de l'activité principale. Et l'activité principale a aussi ses obligations. Peut-être qu'il faut qu'on réformule la question autrement, Monsieur le Directeur Général. Ça veut dire qu'il y a les sous-traitants qui interviennent dans la production du produit fini, mais si ces produits, par exemple, doivent être distribués, est-ce qu'on peut recourir aussi à une société des sous-traitances congolaises dans le transport pour permettre l'évacuation des produits qui ont été produits initialement? Permettez la tautologie. Pour la précision. Oui, oui, effectivement, je pense que c'est faisable. Je donne l'exemple. Par exemple, lorsqu'on produit, par exemple, la bière, hein, il y a le transport qui va déposer des casiers au client final. Ça, c'est aussi une sous-traitance. Par exemple, les minéraux qui sont produits et qui doivent être, par exemple, acheminés à un port. Et là, la société principale peut sous-traiter les transports. Peut sous-traiter les transports. Okay, d'accord, on va prendre les questions. J'avais dit... Mais il y a d'autres questions qui sont restées en suspens. Lesquelles? Allez-y, rappelez-les rapidement. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'ils font pour que les entreprises congolaises se dotent aussi de l'expertise? Parce qu'il y a des domaines qui demandent une certaine expertise. Vous allez dans les mines, par exemple. On vous demande d'entrer dans la métallurgie. Ce n'est pas tout Congolais qui va là-bas. Qu'est-ce que vous faites pour que les Congolais aient aussi cette expertise de façon à pouvoir rivaliser avec les autres? Mais je pense que cette question, c'est, comme je venais de le dire, c'était résolu déjà dans la répartition des parts sociales. Ça veut dire, si une société de droit congolais ou une société éligible qui n'a pas, où il y a un Congolais, un entrepreneur congolais, n'a pas l'expertise dans un domaine précis, il peut s'associer avec un expatrié, quelqu'un qui a de l'expertise. Donc l'autre peut amener les marchés, l'autre amène l'expertise, parce que l'objectif final est que le service soit bien presté. L'objectif final est que le travail final auprès de la société principale soit bien rendu. Donc la loi n'interdit pas à ce que les Congolais puissent s'associer aux expatriés qui ont de l'expertise dans tel ou X domaine. Merci. Alors l'autre dimension, ce sera justement une dimension de la formation pour permettre à ceux qui, par exemple, des Congolais, d'avoir des Congolais métallurgistes dans tous les domaines du secteur de minier. C'est aussi une autre composante essentielle. Monsieur Patrick Lacoué, pour vos questions, s'il vous plaît. Merci, Excellence. Monsieur le Directeur général, dans votre présentation, nous avons senti qu'un seul secteur de sous-traitance. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quels sont les secteurs économiques qui sont concernés par la sous-traitance? Vous avez parlé ici dans votre présentation de la création des millionnaires congolais. Quelle est la formule magique à utiliser pour avoir ces millionnaires? Permettez, Excellence, de prendre une dernière question. C'est que nous sommes dans un secteur économique qui appelle de la compétitivité. Ce qui veut dire que les entreprises congolaises que vous voulez promouvoir doivent avoir le niveau de compétence égal à ces entreprises internationales qui œuvrent déjà dans ce secteur. 3500 entreprises, vous avez dit, le chiffre est trop faible. Aujourd'hui, on est à combien?
et quelle est la qualité? 14 000, il a dit tout à l'heure. 14 000, c'est sur quelle proportion au regard des différents secteurs? Donc c'est en relation avec la première question sur les différents secteurs exploités dans la sous-traitance. Donc aujourd'hui, il y a quelle qualité d'entreprise de sous-traitance congolaise? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui est en train de revenir sous plusieurs formes. Je comprends que c'est une question pertinente pour les journalistes qui veulent être éclairés. Je pense que le problème de la qualité, comme je venais de le dire, c'est un problème qui est déjà résolu. La loi elle-même a résolu ces problèmes. Et je vais vous donner l'exemple typique. Nous avons radié beaucoup des entreprises dans les sociétés. Nous avons demandé aux entreprises des télécoms de radier des sous-traitants qui n'étaient pas éligibles à la loi sur la sous-traitance. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils recourent maintenant à des vrais Congolais pour faire des partenariats. Et il y a maintenant des Congolais aujourd'hui, ensemble avec nos frères expatriés, qui aujourd'hui s'associent sur des partenariats égal dans ces domaines de la sous-traitance. Aujourd'hui, on ne peut pas parler sur le problème de la qualité et de l'expertise. Comme je venais de le dire, c'est un problème qui est déjà résolu dans la loi elle-même. Et si nous voulons rester dans ces problèmes de l'expertise, nous allons affaiblir cette loi, nous allons affaiblir les entrepreneurs congolais. Et vous devrez savoir que ce n'est pas seulement un problème ici au Congo. Allez en Afrique du Sud, lorsque les Black Economic Empowerment a été créé par le président Nelson Mandela, il y avait des Blancs qui disaient que ça ne va pas marcher parce que les Noirs n'ont pas de l'expertise. C'était la même chanson, c'est la chanson des multinationales. Mais, chose grave, aujourd'hui, après quelques années, nous avons des milliardaires sud-africains noirs qui aujourd'hui s'assoient autour d'une table avec les Blancs pour discuter sur l'économie de l'Afrique du Sud. Et lorsque le président Obasanjo avait commencé la loi pour les nationaux sur le plan économique au Nigeria, toutes les autres nations disaient non, mais ils ont quelle expertise pour faire du pétrole, ils ont quelle expertise pour entrer dans l'aviation et tout ça. Nous allons voir, ça ne va pas durer. Mais aujourd'hui, nous avons la plus grande raffinerie aujourd'hui du continent africain, du reste, l'un des plus grandes dans le monde, aujourd'hui détenu par un Noir, un Africain. Donc, cessons d'affaiblir notre population sur les problèmes de l'expertise, parce que c'est ceux-là qui ne veulent pas que cette loi sur la sous-traitance profite aux entrepreneurs congolais qui cherchent à tirer les ficelles en mettant les faiblesses de notre population devant. Mais je l'ai dit aujourd'hui, devant tous les Congolais qui nous suivent, que nous n'allons pas rentrer en arrière parce que nous avons des objectifs à atteindre. Les chefs de l'État ont donné l'impulsion et nous sommes sur le terrain pour matérialiser cette vision. Et je vous l'ai dit que nous sommes en train de créer des millionnaires, des multimillionnaires et des milliardaires au travers de la loi de la sous-traitance dans notre pays. Et comme je l'ai dit, je vais ajouter, c'est monsieur Patrick, vous devrez savoir que ce n'est pas un combat du chef de l'État seulement, c'est un combat de tous les Congolais et de tous ceux-là qui aiment le Congo. Voilà, on va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Une première question à vous. C'est une question d'actualité. On sait que tous les Congolais sont focus pour la tenue des élections, 20 décembre. Mais aujourd'hui, les candidats, à l'unanimité, n'ont pas signé le code de bonne conduite. Parce que pour eux, le processus électoral n'est pas très transparent, on va dire. Pour les candidats présidents, ils n'ont pas signé ce code de bonne conduite. Est-ce que cela inquiète pour la suite du processus électoral?
Deux petites questions, directeur général de l'ARSP. La première, c'est le contrôle qui a été effectué à Kinshasa. Après ce contrôle, un rapport avait établi qu'il y a plusieurs entreprises qui n'étaient pas en règle. Quelles sont les sanctions qui ont été prises pour ces entreprises? Combien avez-vous sanctionné? Et est-ce qu'à ce jour, toutes ces entreprises se sont mises en règle? La deuxième question, est-ce que l'ARSP peut saisir si, par exemple, il y a des faits illégaux établis au sein des entreprises, est-ce que l'ARSP a le prérogative de saisir les parquets, par exemple? Alors, sur votre première question, pas de signature de code de bonne conduite, est-ce que cela inquiète? Je n'ai pas pris part justement aux travaux de ce matin, je ne saurais pas vous donner un peu plus de détails là-dessus, mais il y a eu une particularité dans la rencontre de ce matin, c'est qu'ils se sont vus, ils ont discuté. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il y avait justement des soupçons sur la transparence, la crédibilité, les fichiers, mais je pense que c'était les 30 juin, lorsque le président de la CENI a reçu certains candidats président de la République et l'opposition, comme on aime à le dire, les choses se sont passées différemment. Il faut considérer que les défis électoraux est un défi collectif. Organiser les élections dans un pays comme la République démocratique du Congo est aussi un processus laborieux. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Vous avez presque 100 000 candidats dans un pays semi-enclavé, des difficultés logistiques, etc. Les cadres de concertation existent justement pour que les uns les autres puissent discuter, alors je dirais de bonne foi, pour s'assurer que dans le bateau électoral, chacun joue sa partition. Il ne faut pas penser que la responsabilité de la réussite du processus électoral est du seul ressort de la CENI. Je répète encore ce que j'aime à dire souvent, la CENI est un organe d'arbitrage, les lois viennent du Parlement, les financements, la sécurité vient du gouvernement, la sensibilisation vient de la société civile, les candidats viennent des partis politiques et tous ces beaux mondes s'est réunis pour nous assurer que nous nous approprions notre processus électoral et les processus électoraux doivent aboutir à bon port. Moi, je considère qu'il faut peut-être regarder les choses d'une autre manière, que de bonne conduite, peut-être que les documents leur ont été proposés le matin ou le soir, j'en sais rien, dans quel intervalle de temps cela a été fait, mais c'est déjà bien qu'ils se soient retrouvés autour de la CENI où tout le monde a exprimé ses préoccupations et il est du devoir de la CENI de répondre aux préoccupations des différents candidats parce que la CENI existe pour ça. Et nous allons avec vous continuer à faire les suivis parce que nous devons, nous par exemple, nous assurer que les cartes, les problèmes de cartes qui ont été relevés puissent être résolus. Le problème de monnayage de cartes qui a été soulevé d'ailleurs par le président de la République au cours de la réunion de ce matin doit trouver des réponses. Ça veut dire, j'ai dit le président de la République, madame. J'ai dit le président de la République. Il y a une bonne différence. Et donc voilà, voilà la réponse. Monsieur le directeur général, allez-y. Merci beaucoup, Madame Rachel. Donc, votre question, vous avez dit, à l'issue du contrôle dans la ville-province de Kinshasa, est-ce qu'il y a eu des entreprises de sous-traitance qui ont été sanctionnées? Je pense que l'ARSP est toujours dans son devoir de redevabilité. À chaque action que l'ARSP pose, nous informons la population. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est un domaine qui est très sensible et que si aujourd'hui nous posons une action qui n'est pas légale ou conforme à la loi, ça risque de nous mettre ou de mettre l'État congolais en difficulté par rapport au climat des affaires et aussi sur la scène internationale. Je pense que lorsque nous avons commencé le contrôle de la ville-province de Kinshasa, nous avons informé la population et les résultats de ces contrôles a été informé. Nous avons informé la population quant à ce et lorsque nous avons sanctionné les entreprises, donc ce n'est pas l'ARSP qui a sanctionné. D'ailleurs, là, j'aimerais très bien préciser, ce n'est pas l'ARSP qui a sanctionné les sociétés de sous-traitance. L'ARSP a instruit aux entreprises principales de pouvoir radier dans leur base de données des entreprises de sous-traitance non éligibles.
Et c'est ce qui a été fait. Et les sociétés principales, à leur tour, ont communiqué à toutes leurs sociétés de sous-traitance de dire ceux qui ne sont pas conformes par rapport à la loi sur la sous-traitance doivent cesser des activités ou de travailler, de prester dans leur société. En fait, aujourd'hui, je peux le dire, dans la ville-province de Kinshasa, c'est plus ou moins 70% des sociétés qui étaient en train de prester en tant que société de sous-traitance, mais qui n'étaient pas des entreprises éligibles, surtout dans le secteur des télécoms, où il y a eu la plupart, beaucoup de sociétés, c'était des sociétés françaises, ivoiriennes, c'était vraiment des sociétés étrangères, et qui s'est payé directement à l'extérieur du pays et dont les contrats, la plupart des contrats, c'est signé directement, étaient signés en dehors du pays, et cet argent qui s'est payé en dehors du pays échappait d'abord à l'administration fiscale du pays et aussi par rapport aussi échappait aussi au rapatriement des capitaux. Donc le Congo perdait en tout, en termes de l'expertise pour nos entreprises de sous-traitance, et aussi cela contribuait à la destruction des entreprises éligibles à la sous-traitance en République démocratique du Congo, et aussi même l'administration fiscale ne recevait rien parce que tout se faisait à l'extérieur. Alors, monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a des effets rétroactifs? Par exemple, si une entreprise de télécom n'a pas respecté la loi ou les prescrits de la loi dans l'exercice 2021-2022, est-ce que l'ARSP dispose de moyens de rattraper ce qu'ils n'ont pas honoré? Oui, effectivement, l'ARSP, c'est la raison d'ailleurs du contrôle, parce que notre contrôle, c'est un contrôle de 2020 à 2023. Donc, nous faisons les redressements des 2000, c'est un contrôle de 2020 à 2023 pour voir comment est-ce que les entreprises principales se sont comportées conformément à la loi sur la sous-traitance. Et la question des faits infractionnels graves, si vous vous rendez compte qu'une entreprise commet des fautes aussi lourdes, est-ce que vous pouvez saisir des cours des tribunaux? Effectivement, l'article 28 nous donne ce pouvoir, bien sûr, avec, en collaboration avec le parquet, avec les instances judiciaires. Oui. Voilà, on va prendre les dernières questions. Ce sera Madame Wilfried Liangou, Grace Amzati, Serge Seka, et on terminera par Joël Cadet. Pour cette série, nous notons les 4 questions et nous allons y répondre à la fin, Monsieur le directeur général. Pour quelle série? Les questions qui viennent, on ne répond pas au tic au tac, on les note et on y répondra à la fin. Merci pour la parole, Excellence Patrick Mouyaya. Ma question est celle-ci à Monsieur le DG Miguel Katembe. On note une certaine confusion dans le secteur de la sous-traitance. Beaucoup d'entreprises comme le supermarché emploient des travailleurs qui leur sont envoyés par d'autres sociétés qu'on qualifie des sous-traitants. Et ces travailleurs qui n'ont aucun contrat avec les entreprises utilisatrices sont mal payés et travaillent dans les conditions difficiles. Que pensez-vous de cette situation qui touche beaucoup de travailleurs qui sont exploités par les soi-disant sociétés de sous-traitance? Ma deuxième question est celle-ci au ministre Patrick Mouyaya. La population veut savoir pourquoi, depuis le mois de juin jusqu'à ce soir, seul le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les seuls Congolais à procéder la carte d'identité. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la question. On y va, Monsieur Grace Amzati, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre. 2 petites questions rapidement au DG. Merci pour l'explication sur la loi de la sous-traitance. Vous avez été clair en disant que 51% reviennent aux Congolais et 49% aux expatriés. Et les combats que vous menez, c'est pour le respect de cette loi. Mais qu'est-ce que vous faites pour que ces respects-là soient durables ou alors définitifs? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que
Aujourd'hui, vous menez cette lutte. On respecte la loi selon votre témoignage. Et après, à un moment donné, on ne respecte plus, on rentre à la case de départ. Qu'est-ce que vous faites justement pour faire les suivis de votre démarche? Et puis la seconde question, Monsieur le DG, tout à l'heure, en fait, au début de cette conférence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya nous a dit que vous êtes accompagné des jeunes entrepreneurs. On les a d'ailleurs vus à la Cité de l'OIA lorsque le chef de l'État les a reçus, parmi eux des millionnaires. Et ici, ce que moi je veux savoir de manière concrète, Monsieur le DG, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin justement d'entreprendre, de faire l'entrepreneuriat, mais peut-être qu'ils ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique pour que des jeunes, tous jeunes Congolais, qui vit dans son pays, qui veut entreprendre, il va commencer par où? Sous votre facilitation, bien sûr. Ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu? Écoutez, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Ici, nous faisons un focus sur les secteurs privés, la sous-traitance dans les secteurs privés. Bien sûr, il existe d'autres services, justement, au niveau du ministère des PME qui assurent un certain nombre de facilités lorsque vous voulez devenir entrepreneur. Ici, je pense, l'entrepreneuriat dont on parle, c'est ceux qui s'intéressent au domaine de la sous-traitance spécifiquement. Peut-être qu'alors, il faut qu'ils répondent suivant cet angle précis qui est du domaine de sa J'ai dit ça, Monsieur le ministre, parce qu'il a évoqué son implication dans tous les secteurs de l'économie nationale et surtout qu'il inspire beaucoup de jeunes, selon les témoignages. On a vu à la Cité de l'OIA. Voilà pourquoi je pose cette question. Merci, Monsieur Serge Seka, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. Ma première question vous revient. Aujourd'hui, le chef de l'État a inauguré le poste de Kinsuka. Bien sûr. L'arrivée de la ligne Songo 2, Kinshasa. Pouvez-vous nous rassurer que la desserte, vous n'êtes pas ministre des tutelles, mais je ne peux pas faire autrement parce que vous êtes là, vous transmettrez peut-être que la desserte va s'améliorer dans la ville de Kinshasa et dans ses environs. Je crois qu'il y a un travail qui s'est fait au quotidien au niveau de la SNEL pour que cette desserte soit améliorée. Il faut savoir, je n'ai pas les dernières statistiques, notamment de ce que cette ligne va couvrir comme besoin, que le plus souvent, le besoin en électricité produit pour Kinshasa n'est pas suffisant pour couvrir tous les ménages à Kinshasa, premièrement. Deuxièmement, les circuits de distribution. Vous voyez, nous tous, on a des PES. Moi-même, ce matin, j'avais les responsables de la SNEL de Bandal parce que la PES du coin, il y avait des pièces qui manquaient. Et donc, il y a tout un circuit qui doit être en cours d'aménagement. Je crois que nous aurons l'occasion, peut-être, pourquoi pas, d'inviter le collègue de l'énergie, ressources hydrauliques et électricité ou le directeur général de la SNEL pour venir parler spécifiquement de la question de la distribution de l'électricité. Très bonne idée parce que il y a une chose à avoir disponible en électricité et l'autre chose l'amener jusqu'à la population, donc c'est pas toujours évident. Alors je voudrais poser la question à monsieur le directeur général. En tout cas, je suis très flatté du travail que vous abattez, tant sur le plan juridique et même sur le plan de l'accompagnement, mais en dehors de l'échantillon du Katanga, où les sous-traitants, vous avez dit qu'ils sont en train de monter, peut-être Kinshasa, vous avez une idée des autres provinces parce que nous en avons 26. Absolument. C'est-à-dire, si on prend seulement les Katanga comme échantillon, je pense que ce n'est pas très représentatif en termes de retombées. Parce que là, nous sommes dans l'économie réelle. Vous payez un Congolais, il va payer l'école des enfants, il va payer. Donc, en dehors du Katanga, vous avez une idée sur les autres provinces. Quand vous avez suspendu les autres entreprises, là, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour le remplacer? Parce qu'il y a quand même des postes qui sont restés vides, vacants. Alors, est-ce que vous avez veillé à ce que ces entreprises suspendues puissent être remplacées? Pour terminer, la loi sur le financement... Ça fera 4 questions pour vous-même, monsieur. Juste c'est très important sur le financement. Et permettez, indulgence, s'il vous plaît. De 30% qu'on doit nécessairement, je crois que l'article 16 de vos lois, est-ce que ce n'est pas toujours respecté? Les entreprises principales ne payent pas toujours ce qui revient aux sous-traitants. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Merci. La dernière question, monsieur Joël Cadet. Merci, Excellence, pour la parole. 2 petites questions à monsieur le DG, une seule. Quels sont les mécanismes mis en place pour encourager déjà
les entreprises principales qui ont respecté la loi sur la sous-traitance, même bien avant son élaboration, sa promulgation, notamment comme Kibali Gold Mine, qui a, je le dis, on le sait, tous les sous-traitants sont des Congolais, à ce jour ici, même dans l'exploration. À l'époque, vous allez vous rappeler qu'au Katanga, c'est depuis 2009 qu'il y a eu création des millionnaires au niveau de Haute-Oélé. Je ne sais pas s'il y a des mécanismes mis en place pour encourager ceux déjà qui se sont engagés dans ça. Deux petites questions d'actualité à son Excellence, Monsieur le Ministre. Ce matin, il circule dans les réseaux sociaux des images très choquantes, très horribles sur ce qui s'est déroulé à Malembankulu, où un motard a été tué hier. Et il y a nos frères Loubakat qui s'attaquent aux ressortissants du Kasaï. J'ai parlé ce soir avec l'administrateur du territoire qui me parlait de 4 morts, mais maintenant, le président de la société civile vient de dire que le bilan a été revu à la hausse. Quels sont les mécanismes mis en place par le gouvernement pour nous éviter pareil spectacle, surtout que nous sommes en train de nous diriger vers les élections le 20 décembre prochain? Et la deuxième question, à Haute-Oélé toujours, il y a... Haute-Oélé, c'est pas Malembankulu. Non, je quitte Malembankulu pour aller dans le nord-ouest. À Haute-Oélé, il y a les coopératives, il y a les exploitants miniers chinois qui utilisent les coopératives pour exploiter